Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama midi passé de 11 minutes, c'est Marion Maréchal Le Pen, la députée Front National du Vaucluse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en Merci direct avec nous. On parle de terrorisme et vous l'avez vu en une semaine, ce sont trois mineurs de 15 ans soupçonnés de vouloir commettre des attentats qui ont été écroués. Le troisième, c'était hier dans les Hauts-de-Seine. On le voit, les candidats aux attentats se recrutent désormais chez les femmes, on l'a vu là cela quelques jours, maintenant chez les ados de plus en plus jeunes, 15 ans. Ça complique la donne pour nos services de renseignement, pour les empêcher de passer à l'acte. Ça complique maintenant l'équation. D'autant plus que nous sommes en sous-effectif, comme vous le savez, dans les forces de l'ordre de manière générale, mais en particulier chez les renseignements. Nous sommes aujourd'hui totalement dépassés également par le retour considérable de combattants qui reviennent de Syrie, qui sont aguerris maintenant à la maîtrise des armes, voire aux explosifs. Parce qu'ils reculent en Syrie. Comme ils reculent en Syrie, ils reviennent... Oui, en partie, mais d'ailleurs l'un des objectifs était aussi parfois exclusivement de se former et de revenir derrière, évidemment, frapper en France, puisque la France est considérée selon nous comme un ennemi du califat. Et de l'islamisme, et donc c'est vrai que nous avons de quoi nous inquiéter. De voir des jeunes de 15 ans. Oui, mais le problème, c'est que si nous avons uniquement une réponse partielle et exclusivement en aval, nous allons continuer à être confrontés à ce phénomène. Il n'y a pas de réponse en amont. Le gouvernement n'a toujours pas pris à bras-le-corps aujourd'hui les ramifications de l'islam radical au sein de la France, que ce soit dans les mosquées par la fermeture totale des mosquées salafistes, que ce soit... Il y a eu des fermetures de mosquées. Oui, mais on a dit officiellement une centaine de mosquées salafistes en France, et a priori, à peine une petite dizaine qui ont été fermées, et encore pas manifestement nécessairement de façon définitive, on attend les décisions de la justice. Il y a aussi beaucoup d'associations qui sont, entre autres, affiliées aux frères musulmans, et qui continuent d'œuvrer dans le cadre culturel sportif, mais qui sont des leviers de radicalisation. Il y a des financements étrangers, Manuel Valls en a lui-même parlé, de pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, qui portent une vision extrêmement radicale aussi de l'islam, qui ont financé des banlieues, des mosquées, des imams. Et tout cela, si vous voulez, manifestement, n'est pas pris à bras-le-corps par le gouvernement, qui est terrifié par la peur de l'amalgame et de la stigmatisation. Donc François Hollande, vous écoutez, n'en fait pas assez pour protéger les Français, pour lutter contre le terrorisme, il n'en fait pas assez? Bien sûr qu'il n'en fait pas assez. Non seulement il ne fait pas ce que je suis en train de vous dire, mais de surcroît, il a organisé le désarmement de la France, puisque l'un des gros problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est précisément notre absence de frontières. L'espace Schengen dans lequel nous évoluons, qui permet la libre circulation des hommes, ne nous permet pas de repérer efficacement ceux qui partent en Syrie, ceux qui en reviennent, le trafic d'armes qui arrive également des Balkans, et dans ces conditions ne nous rend pas efficaces dans la lutte contre le terrorisme, qui est une lutte mondiale. En même temps, il y a eu des attentats qui ont été déjoués. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, hier nous dit 2 attentats en 6 jours. Comme des choses qui Bien sûr, évidemment, mais nous avons des services de grande qualité. Le problème, c'est que, comme je vous disais, ils sont en sous-effectif. Malheureusement, parfois, ils ont été déjoués un peu par chance, on l'a vu. Il y a aussi, me semble-t-il, une réponse pénale qui n'est pas nécessairement adéquate. On l'a vu sur l'une des jeunes femmes qui a tenté de frapper Notre-Dame, qui avait été uniquement condamnée à rester chez elle, une assignation à résidence, qui ne va pas plus de 8 heures par jour, alors même que nous devrions chaque fois mettre en œuvre l'article 411-5 du Code pénal, qui peut aller jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle lorsque nous devenons un ennemi de la France en nous mettant au service d'une organisation étrangère. Que doit faire de plus, que doit faire le gouvernement de plus sans avoir à modifier la Constitution? Et vous savez que nous avons en réalité 95% de l'outil législatif. Pour parer à cela, il nous manque principalement la question de la souveraineté autour des frontières. La question aussi qui touche à l'immigration, parce qu'aujourd'hui, force est de constater, c'est manifeste que l'immigration est devenue le terreau privilégié de recrutement, sur fond de rejet de la France, sur fond de multiculturalisme, sur fond d'islamisme bien évidemment. Et c'est vrai que moi je désespère de voir que par exemple un outil comme la déchéance de nationalité ou la perte de nationalité, qui existe aujourd'hui dans le code, soit si peu utilisé alors qu'il devrait être mis systématiquement en œuvre pour tous ceux par exemple qui sont partis en Syrie pour ne pas qu'ils ne puissent revenir sur le territoire français. Oui, mais concrètement, on prend les 15 000 fichiers S. C'est concret, mais encore plus concret. Les fichiers S pour terrorisme. Il y en a à peu près 15 000, nous a dit récemment le gouvernement, qui sont connus des services évidemment de police et du renseignement. Qu'est-ce qu'on fait? On les place en rétention administrative de manière préventive, c'est ce que propose Nicolas Sarkozy, mais vous avez entendu le procureur de la République de Paris, François Molins, il dit mais c'est pas possible, la Constitution ne permet pas ça aujourd'hui. Oui, non, mais alors après il y a différents degrés, vous savez, dans les fichiers S, il y a différents types. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que manifestement tous ne sont pas suivis, parce que comme vous le savez, certains se sont, ont violé un certain nombre d'obligations qu'ils avaient de contrôle judiciaire ou de choses comme ça, c'est très très fréquent, et là-dessus malheureusement la réponse judiciaire est extrêmement faible, ou en tout cas complètement dépassée.
Comme je vous le disais, nous avons aussi des moyens d'ordre pénal qui ne sont jamais mis en œuvre. Je vous parlais de ce fameux article 411-5. Nous avons la question de la déchéance de nationalité. Ce qui est sûr, c'est que la rétention administrative, comme le propose aujourd'hui la droite, décidée par le gouvernement sans limite de temps, en effet, apparaît un petit peu surprenante. Si vous faites des choix de ses droits quelqu'un, ça l'empêchera de faire un attentat? Vous pouvez l'expulser. Vous pouvez l'expulser. S'il est binational. Si il est binational. Oui, il y en a plein qui oui, mais il y en a aussi énormément, vous savez, qui ne le sont pas et qui le sont, pardonnez-moi. Et c'est vrai que dans ces conditions, on a quand même des marges de manœuvre, mais on a aussi, je vous le dis, une réflexion de fond à avoir. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi nous sommes face à ce phénomène qui est un phénomène mondial, mais qui est quand même particulièrement flagrant en France, puisque nous sommes le premier pourvoyeur européen de djihadistes, c'est probablement. Avec la Belgique. Avec la Belgique, mais la France, il me semble, est devant. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'en réalité, toute cette génération-là, et en particulier les mineurs, sont attirés par cela sur fond de repentance de la France, du fait du refus de la France d'avoir imposé de gré ou de force son mode de vie, sa culture, d'avoir défendu l'assimilation contre le multiculturalisme, d'avoir accueilli dans des proportions inconsidérées. Assimilation. Je crois que le seul fait de respecter la loi ne suffit pas. C'est avec Nicolas Sarkozy, qui parle d'assimilation, non pas d'intégration. Nicolas Sarkozy qui a accueilli plus d'immigrés sous son quinquennat que Lionel Jospin. Donc c'est toujours amusant de le voir parler de la sorte. Le risque zéro n'existe pas en matière de terrorisme, j'ai envie de vous entendre dire. Le risque zéro n'existe pas. Si le fait de pouvoir, il n'y aura plus d'attentats, on peut pas entendre ça. Bien sûr que le risque zéro n'existe pas. Mais néanmoins, on peut quand même se donner les moyens bien au-delà de ce que fait actuellement le gouvernement. Allez, on change de sujet, Marie-Maréchale Le Pen, et on parle de Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac, le parquet demande 3 ans de prison ferme, une peine non aménageable. Donc il faut vraiment, si elle est confirmée, là il irait vraiment en prison. L'ancien ministre du Budget, on le sait, qui est jugé pour fraude fiscale. Cette peine qui est requise par le parquet, elle vous semble justifiée, sévère? Je sais pas, je suis pas en mesure de dire, je suis pas une spécialiste en matière de fraude fiscale, donc je ne sais pas ce qui se fait classiquement. Manifestement, en tout cas, il ne cherche pas à lui faire de passe-droit particulier, ce qui est tout à fait logique et normal. Après, je peux pas vous en dire plus. Ça a été malheureusement l'un des nombreux rebondissements sous le quinquennat de François Hollande qui nous fait la démonstration que la gauche n'est pas aussi morale qu'elle veut bien le prétendre, ou telle qu'elle se présente régulièrement. Bon. Autre sujet dans l'actualité, le groupe Alstom, qui en fait se porte bien, le groupe en tant que tel est en bonne santé, avoir 4 ans de chiffre d'affaires devant soi, on le souhaite évidemment à beaucoup d'entreprises. C'est le site de Belfort, on le sait, qui est menacé de fermeture d'ici 2 ans. Il semblerait en croire Arnaud Montebourg, qui était bien placé parce qu'il était au gouvernement, mais aussi les élus locaux, que l'État était au courant de possibles suppressions d'emplois en 2015, il y a 1 an. Est-ce que vous pensez que le gouvernement fait semblant quand il dit découvrir le dossier? Mais évidemment. Évidemment, déjà parce que le groupe Alstom, évidemment, je ne crois pas que le gouvernement soit sincère dans cette histoire. Il a sciemment fragilisé le groupe Alstom en vendant, vous le savez, la part, énergie aux Américains de General Electric, avec des promesses qui chaque fois sont faites et ne sont jamais tenues. On nous dit oui, on va garder de l'emploi, rassurez-vous, que c'est un peu comme Alcatel-Lucent, c'est toujours la même histoire. Chaque fois, on se fait aspirer par des groupes étrangers avec de belles promesses, et chaque fois, malheureusement, ces promesses ne sont pas tenues. Par ailleurs, le gouvernement s'étonne de la situation, alors même qu'il s'est refusé depuis maintenant des années, sous la pression de l'Union européenne, à faire du patriotisme économique. Attention à ce que vous allez dire. Oui, attention, il y a 2 jours sur France Info. Je vais vous répondre parce que je suis très à l'aise là-dessus. Vous avez dit que dans ce cas, il ne fallait pas acheter à Bombardier, il ne fallait pas que la SNCF achète à Bombardier, et évidemment Bombardier a une usine en France, 2000 personnes qui construisent, quand on achète Bombardier, c'est malheureux, on achète français en fait. Je maintiens parce que figurez-vous que cet argent, qui est donc l'argent en partie de l'impôt des Français, ne va donc pas bénéficier à une entreprise française, déjà d'une part, donc les bénéfices ne seront pas pour une entreprise française. D'autre part, je vous signale que c'est une petite partie de la production qui est en France, c'est pas à vous que je vais la prendre, vous connaissez un peu le dossier, donc en effet, ils ont maintenu une petite partie de la production en France. Pour combien de temps? 2000 salariés, on ne sait pas, d'accord, mais il y a énormément de parties comme la recherche et développement, par exemple, qui ont une autre valeur ajoutée, qui ne se font pas en France. Donc ça, c'est un faux argument, j'ai envie de vous dire, pour se défendre, mais ça a été vrai aussi pour les rames à Siemens, ça a été vrai pour les locomotives commandées en Allemagne. Donc si vous voulez, si l'impôt des Français, si moi les impôts que je paye ne servent pas à faire du bénéfice pour les entreprises françaises et à maintenir l'emploi en France, je trouve ça assez scandaleux. C'est ce que font les États-Unis, avec beaucoup de talent, je dois dire, et beaucoup de pugnacité. Malheureusement, l'Union européenne...
Amtrak, je ne sais plus le nom en tête, mais en tout cas a vendu aux États-Unis pour 2 ou 3 milliards de dollars. Oui, absolument. Et ils ont décidé que l'intégralité de la production se ferait pour le coup aux États-Unis. Donc eux, ils se défendent beaucoup mieux que nous là-dessus, c'est indéniable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous payons malheureusement le déficit d'État stratège, l'ouverture, le refus. Mais l'État, vous savez que l'État est au capital, n'est pas au capital. L'État a 20% des droits de vote d'Alstom. Il n'est pas chez lui. Qu'est-ce qu'il fasse l'État? Il n'est pas chez lui, chez Alstom. Non, mais très bien, mais il aurait pu aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On nationalise? Moi, je pense qu'on aurait pu déjà, dans un premier temps... Oui, mais je vais vous répondre. Je crois déjà qu'on pourrait se permettre d'augmenter les parts pour arriver jusqu'à une minorité de blocage, avoir un droit de veto qui nous permette d'avoir un véritable pouvoir de décision sur le devenir. C'est plusieurs milliards, ça. Oui, bien sûr. Mais oui, d'accord, mais c'est gratuit, plusieurs milliards face, si vous voulez, à la perte d'un savoir-faire. Parce qu'il faut savoir quand même que cette industrie, l'industrie française se porte très mal, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est quand même une industrie de pointe dans laquelle nous sommes parmi les meilleurs du monde. Lorsque ce savoir-faire se perd, c'est quasiment définitif. Et croyez-moi, je ne suis pas sûr que ça coûte moins cher que les milliers d'emplois qui ont été... Je vais vous répondre tout de suite. Les milliers d'emplois qui sont perdus et qui vont se transformer en indemnité chômage derrière. Je crois que dans un premier temps, le gouvernement pourrait tenter d'obtenir une minorité de blocage pour précisément avoir un vrai rôle, mais moi je n'ai pas de problème de principe avec la nationalisation. Je veux dire, je ne vois pas à quel titre on devrait s'interdire ce levier. Alors à chaque fois on nous dit... En l'espèce, là, on fait quoi? Parce que commençons... Mélenchon, il est clair, dit il faut nationaliser Alstom Transport, comme ça la question ne se posera plus. On aura la main. On n'est pas obligé d'aller immédiatement sur la solution de la nationalisation. Je vous le disais, on peut déjà passer sur une augmentation des prises de participation pour avoir un poids un peu plus important, mais il y a tout aussi le système européen à remettre en cause, c'est le problème. Je vous parle du patriotisme économique, tant qu'on est dans le système européen, on ne peut pas le faire malheureusement. Mais en revanche, il faut arrêter avec cette idée de dire la nationalisation, c'est l'extrême gauche. Enfin, vous l'avez vu sous Nicolas Sarkozy, il y a eu une nationalisation partielle du chantier naval STX. Cameron a nationalisé la Royal Bank of Scotland en 2008 lorsqu'il y a eu la crise. Elle est en faillite, ce qui n'est pas le cas d'Alstom. Bien sûr, mais encore mieux. Mais donc j'ai envie de vous dire... c'est pas l'apanage de l'extrême gauche. Il y a des gouvernements de droite qui ont eu recours à cette solution. Il ne faut pas que ce soit la solution systématique, évidemment, mais lorsqu'il y a un enjeu important quant à l'indépendance de la France et à son savoir-faire industriel, pourquoi pas? Bon, et contraindre la SNCF, qui est déjà, vous le savez, hyper endettée à acheter du matériel dont on n'a pas forcément besoin pour évidemment soutenir l'activité à Belfort. Est-ce que voilà, faire des commandes artificielles? Non, mais alors, une bonne idée ou c'est déjà, c'est pas nécessairement des commandes artificielles parce que ce qui aujourd'hui aurait pu être acheté pas en France va être acheté à l'étranger. En partie, ça a été fait aussi par le passé. Ce qui est vrai, c'est que je crois que le raisonnement du prix ne doit pas être la seule façon de raisonner, parce qu'en économie, il y a aussi des cercles vertueux. Alors, on nous explique qu'il y a évidemment des marchés publics qui sont faits, qui nous permettent pas de rendre prioritaires les entreprises françaises, mais le drame de cela, c'est qu'il faut savoir combien ça va nous coûter derrière, parce que le fait qu'éventuellement SNCF paye un petit peu plus cher ces produits, qui sont des produits de qualité quand même, parce que c'est pas de la mauvaise qualité, eh bien derrière, ça va permettre le maintien de l'emploi français, de la création de richesses. Combien cela va nous coûter derrière de devoir fermer ces sites, indemniser ces gens, faire ces restructurations, alors même que nous avons perdu... C'est pas l'État qui paye, c'est Alstom. Enfin d'accord, mais si ces salariés se retrouvent au chômage, qui va payer les impôts des Français? Donc si vous voulez, à un moment donné, c'est un mauvais raisonnement à très court terme. Si on le raisonne à long terme, il y a évidemment des bénéfices en raisonnant de la sorte. Bon, pour clore ce dossier Alstom, l'État savait tout, encore une fois, a affirmé Arnaud Montebourg. Vous le croyez? Vous croyez que le gouvernement a faim, donc voilà, vous l'avez dit, de découvrir, alors que... Moi, je pense en effet que... En plus, il y avait des représentants au conseil d'administration. On se demande si le travail a été bien fait. Mais je suis convaincu que le gouvernement était au courant. Le problème, si vous voulez, c'est que s'il avait voulu agir efficacement, il aurait fallu qu'il se sépare de ces contraintes européennes notamment, et cela, pour eux, c'est totalement impossible. Bon, Maréchal Le Pen, midi passé de 24 minutes. Vous avez j'imagine, des amis, des relations qui ont des PME à la tête de différentes boîtes, non? Oui, j'en ai. Bon, et ben ça tombe bien parce que Michel Sapin a annoncé pour les PME, vous avez vu une baisse de l'impôt sur les sociétés. Alors certes, elle est progressive, 28%, on est à 33 un tiers aujourd'hui facialement, à 28%, jusqu'à, on va être précis, 75 000 euros de bénéfices, ça c'est pour 2017, jusqu'à 500 000 euros de bénéfices en 2018, et à partir de 2020, toutes les boîtes françaises seront à 28% de taux d'IS. Vous reconnaissez que même si ça va pas assez vite, que ça va dans la bonne direction? Vous pouvez applaudir comme ça? Non, j'ai un peu de mal à applaudir, alors que je rappelle quand même qu'il y a eu 20% de prélèvements obligatoires supplémentaires sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande. On est à 20% de prélèvements obligatoires supplémentaires sous Sarkozy. Non, pas sous l'IS, de manière générale, en augmentation d'impôts et taxes globales depuis le début du quinquennat. Donc c'est vrai qu'il y a une augmentation, si je ne m'abuse, de près de 35 milliards en tout.
en matière de fiscalité. Je ne m'en tiens pas à l'IS, hein, je dis de manière générale sur l'ensemble. Le FCE a chiffré ça et en fait la baisse l'emporte sur l'ensemble du quinquennat Sarkozy, sur les entreprises, la baisse l'emporte sur la hausse. J'ai pas du tout les mêmes chiffres que vous et manifestement le ressenti des Français n'est pas du tout celui-là. Ce qui est vrai en tout cas aujourd'hui, c'est que ça mange pas de pain de faire ce type de déclarations qui s'appliqueront quasiment de fait après. Sur les Français, vous avez raison, sur les Français, il y a eu 35 milliards de plus sur les Français, mais sur les entreprises, on doit reconnaître que ce sont des chiffres sur les entreprises. La pression fiscale a baissé sur le quinquennat de François Hollande. C'est le principe de prendre aux ménages pour donner aux entreprises. Après, on peut juger, mais en tout cas, la réalité des chiffres, elle est là. Écoutez, manifestement, ça n'est pas le ressenti des chefs d'entreprise que j'ai pu rencontrer, ou en tout cas, cela s'est adressé de façon très privilégiée à certains, parce que comme vous le savez, les mécanismes aussi, comme le CICE, c'est complexe, comme ça, vous avez raison. Sont éminemment complexes et souvent sont malheureusement réservés à des grosses entreprises qui ont les moyens de remplir les dossiers, le temps pour le faire, les juristes adéquats, et souvent les petites entreprises ont du mal. Or, je rappelle quand même que 90% des entreprises de ce pays, même un peu plus, ont moins de 10 salariés. Il faut quand même le rappeler. Donc c'est quand même bien cette baisse de l'IS. Vous pourriez le dire quand même. Mais très bien. Mais le problème, c'est que déjà la méthode est un peu particulière parce qu'elle va créer un nouvel effet de seuil. Vous l'avez vu, ça va se réserver à certaines entreprises qui ont un certain chiffre d'affaires. Donc ça va pas s'adresser à tout le monde d'une part. D'autre part, voilà, exactement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une différence entre les très petites entreprises et les entreprises du CAC 40 qui est considérable. Les TPE sont taxés aux alentours de 28% si je ne m'abuse et 8% pour les entreprises du CAC 40. Et c'est marrant parce que ce différentiel, eh bien manifestement, n'est pas considéré comme injuste, n'est jamais pris à bras le corps. Peut-être faudrait-il s'attaquer à ce différentiel pour permettre une baisse générale pour tous, un impôt des sociétés peut-être plus progressif et qui bénéficie prioritairement aux TPE-PME. Puisqu'on parle justement des impôts, des entreprises, mais aussi des particuliers, évidemment c'est important. On en parle beaucoup à droite. Je ne vais pas vous faire réagir sur les propositions des uns et des autres à droite, mais quand même, quelle est votre position, vous, sur quand vous entendez, oubliez que c'est Nicolas Sarkozy, mais qui propose, lui, une baisse dès 2017 de 7 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu des Français, pour ou contre? Oubliez Nicolas Sarkozy, le fait de baisser les impôts de 7 milliards d'euros. Parce qu'Alain Juppé dit non, Alain Juppé il veut pas. Non, moi je pense que la fiscalité aujourd'hui sur les Français est totalement excessive, d'autant plus qu'ils payent pour des politiques complètement folles, une gabegie absolument considérable. Nous on le vit au niveau local, au niveau de nos maires, mais on le voit aussi au niveau national, donc il y a des marges d'économie très importantes. Et donc il faut baisser l'impôt sur le revenu? Ah oui. Oui, je pense qu'il faut baisser l'impôt sur le revenu de la même manière qu'il faut baisser les charges aussi qui pèsent sur les entreprises, s'attaquer également au coût du travail qui est 40 milliards d'euros déjà sont été faits absolument excessif. Le pacte de responsabilité c'est déjà 40 milliards d'euros. Très bien, mais le pacte de responsabilité il s'est pas appliqué à plein, vous le savez, il s'est pas appliqué pour tous. Ça a aussi été un système éminemment complexe. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 6000 dispositifs d'aide aux entreprises qui existent, qui sont éminemment complexes, qui ont parfois des effets de levier très inefficaces et qui sont très coûteux en fonctionnement. Peut-être faudrait-il s'attaquer, remettre à plat, voire supprimer beaucoup de ces dispositifs et les transformer en baisse globale d'impôts ou de charges pour l'ensemble des entreprises. Ça paraîtrait plus juste. Alors baisse de l'impôt sur le revenu, pas de chiffres, mais 7 milliards d'euros, ça vous paraît beaucoup, trop, pas assez? Ça dépend comment il s'applique dans l'impôt sur le revenu, parce que le problème c'est qu'il faut savoir de quelle manière il va l'organiser, de quelle manière il va continuer à donner un avantage aux personnes mariées ou aux personnes qui ont des enfants. Il faut voir comment ça s'organise. Je ne peux pas donner un avis comme ça. Et sur l'ISF, à droite ils sont tous d'accord, on supprime l'ISF. On supprime l'ISF ou pas? Je pense que c'est un mauvais impôt. Après, je ne crois pas qu'il ait un effet bénéfique, il rapporte finalement pas grand-chose. Et c'est vrai, oui, mais je veux dire par rapport aux effets délétères qu'il peut avoir, à savoir quand même pousser beaucoup de grandes richesses à partir. Après, vous dire que c'est une priorité, non. Voilà. Pas une priorité, mais il faudra le supprimer, mais pas une priorité. Juste, c'est pas un bon impôt, voilà. Après, on n'en fait pas. Non, mais pourquoi pas? Je veux dire, mais c'est pas une priorité dans les mesures d'économie qu'on cherche à avoir. Et la fiscalité sur le capital, encore une fois, en France, on est à la marge jusqu'à 60% taxés sur les gains en capitaux. À droite, on entend globalement un prélèvement libératoire forfaitaire qui soit autour de 30%, Nicolas Sarkozy à 25% en incluant les prélèvements sociaux, Juppé à 35%. Ça vous paraît être une bonne direction, ça aussi? On serait au même niveau que les pays nordiques? Oui, ça va paraître aussi une bonne direction, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, il va falloir savoir où on va chercher aussi toutes les économies, parce que je rappelle qu'on est à 2000 milliards d'euros de dette. J'y viens. Et c'est vrai que malheureusement, alors nous savons en grande partie où les trouver, en particulier sur la question de l'Union européenne, puisque vous savez que nous versons 21 milliards d'euros par an à l'Union européenne et que nous n'en récupérons que 13 PAC compris sur l'ensemble des politiques. Voilà, exactement. Et donc nous en perdons chaque année aux alentours de 7-8 milliards, si je ne m'abuse. Oui, donc c'est déjà considérable, ça va être une première marge importante d'économie.
Ah, Oui, mais c'est bien, 7-8 milliards, c'est pas non plus... Oui, mais sachant que de toute façon, à terme, nous avons pour ambition de sortir de l'Union européenne, les économies seront beaucoup plus importantes. Parce que ce qui m'amuse beaucoup dans le plan Juncker qui a été annoncé, enfin en tout cas le discours de l'Union avec les investissements, c'est qu'on a le sentiment que c'est l'Union européenne qui va investir. Non, c'est les pays qui, une fois de plus, vont mettre l'argent sur la table de l'Union européenne et qui vont voir cet argent revenir en partie avec des grandes déclarations, des grandes incantations, expliquant qu'on va aller chercher des fonds à l'étranger, mais pour l'instant, il n'y a rien de véritablement concret. Bon, ok, donc si bien compris, on baisse l'impôt sur le revenu, l'ISF, pas la priorité, mais pourquoi pas le supprimer, il faut baisser l'impôt sur le capital, sur les... Ok, très bien. Sur la retraite, on fait quoi? Parce que là aussi, grande convergence à droite au niveau des différents candidats. Alors, la divergence, elle n'est pas sur le principe, mais plutôt sur le rythme. 65 ans pour l'un, 64 ans pour l'autre. Mais voilà, c'est la direction pour vous, on ne touche pas, on reste à alors, la retraite. non, on ne reste pas exactement sur le système actuel. Marine Le Pen est plutôt sur 60 ans pour tout le monde, donc il y a vraiment un Non, gros... pas exactement. Le programme du Front National, c'est les 40 annuités pleines. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous avez obtenu ces 40 annuités, eh bien, vous pouvez partir à taux plein. Mais vous savez qu'en l'état actuel de la situation française, la plupart des gens avec ce système-là partiront déjà aux alentours de 65 ans. Parce que beaucoup de gens commencent à travailler à 23, 24, voire même 25 ans après les études supérieures. Et parfois avec les difficultés aussi qu'ils peuvent rencontrer dans la vie, avec des périodes de chômage ou des choses comme ça, surtout en période de chômage de masse. Donc ça, c'est le programme du Front National, avec en parallèle une remise en cause d'un certain nombre de régimes spéciaux, voire même leur suppression. La suppression des régimes spéciaux de retraite, qui est revenue dans le discours de Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas fait d'ailleurs véritablement en 2007. Pour vous, on y va? Moi, je pense que c'est tout à fait juste. Je ne dis pas que l'intégralité doit être supprimée, certains pourraient se justifier, mais d'autres non, et en particulier, par exemple, le régime spécial des élus. Et je pense que les élus devraient montrer l'exemple à ce titre, en commençant par supprimer leurs régimes spéciaux. Bon, alors pour financer en tout cas à droite toutes ces baisses d'impôts pour les entreprises et pour les particuliers, on entend 100 milliards d'euros de baisse de la dépense publique, 300 000, 400 000 fonctionnaires de moins, notamment dans les collectivités, le non-remplacement d'1 sur 2 dans les collectivités territoriales, que vous connaissez bien maintenant. Oui, alors nous avons. Alors je ne crois pas que nous ayons un trop plein de fonctionnaires au niveau des services régaliens. Je parle de la police, je parle de la justice. Même on pourrait même malheureusement dire l'inverse, car aujourd'hui ces ministères sont totalement à l'os du fait de la réforme de Nicolas Sarkozy et de la RGPP. Je rappelle, c'est 13 500 postes de policiers et gendarmes en moins sous Nicolas Sarkozy. Néanmoins, nous avons manifestement une augmentation injustifiée du nombre de fonctionnaires au niveau local. Ça, c'est une réalité. C'est pourquoi à chaque fois il faut les supprimer pour vous. Il faut supprimer ceux qui partent en retraite. Voilà. C'est ce que nous faisons en l'état actuel dans nos mairies, sauf exception, un besoin de service particulier. C'est ce que nous avions proposé au moment des régionales en disant nous ne remplacerons pas les départs à la retraite parce qu'aujourd'hui nous sommes obligés, au regard des budgets calamiteux de nos collectivités, de faire un effort particulier là-dessus. Bon, Marine Le Pen, encore une fois, je pense à elle parce que on parle des mesures économiques. Ça travaille, j'imagine, au Front National. Quand est-ce qu'on aura des propositions officielles de la candidate? Parce que on entend, votre inclination est plutôt libérale économiquement, on le voit bien, baisse d'impôts pour les... C'est pas un gros mot, non, mais je suis sur les entreprises, sur les particuliers. Et on sait qu'il y a plusieurs voix en interne. Il y a la vôtre, et puis il y a les libéraux, et puis il y a la ligne Philippot. On sait qu'est-ce qui va sortir. Elle fera une synthèse de tout ça. C'est un peu caricatural. En réalité, ce qui nous unit tous sur le plan économique, c'est de donner la priorité aux TPE-PME. Voilà, ce qui, depuis d'ailleurs très longtemps aujourd'hui, n'est malheureusement pas fait en France. Et quand vous regardez la façon dont nous gérons nos mairies, je veux dire, s'il y a une gestion particulièrement vertueuse. Nous baissons la fiscalité dès que cela est possible, nous avons désendetté nos villes de façon importante, nous n'avons pas renouvelé les départs à la retraite, mais en revanche nous avons fait des efforts particuliers lorsque cela a été nécessaire sur la police municipale par exemple. Donc nous sommes très loin d'être les mélenchonistes qu'on nous accuse d'être concrètement dès qu'on nous met aux affaires. Nous aurons, je pense, les propositions, je l'espère, d'ici peut-être 2 mois, puisque les CAP sont actuellement en train de travailler, mais nous attendons d'avoir en face de nous le candidat officiel. Vous savez, nous sommes tributaires maintenant des primaires de la droite et de la gauche. C'est vrai que dans ces conditions, on attend un petit peu de savoir qui nous avons en face de nous. Bon, on finit là-dessus, Marie-Maréchale Le Pen, sur cette embauche on va le voir, de José Manuel Barroso par Goldman Sachs, moralement inacceptable, nous a dit le chef de l'État François Hollande. C'est votre avis aussi, moralement, c'est inacceptable? Parce que vous savez, si vous avez dû bosser un peu le dossier, il a enfreint aucune règle, Barroso. Il devait attendre la loi en tout cas, le règlement lui imposait d'attendre 18 mois avant d'aller pantoufler, cette expression. Il a attendu 20 mois, donc après
Non, mais il y a évidemment rien d'illégal. De toute façon, tout est fait dans ce système plutôt pour favoriser cela. Mais c'est symptomatique, si vous voulez. C'est quand même la démonstration aujourd'hui que les intérêts, enfin la promiscuité en tout cas de ces dirigeants au sein de l'Union européenne est quand même avec le monde de la finance, il faut le dire. Et de fait, malheureusement, dans la façon dont ils gèrent après cette organisation politique, eh bien, ils le font. Et on l'a vu systématiquement aussi au service, voilà, de cette finance-là. Et dès qu'ils ont l'occasion de pouvoir y retourner, eh bien ils y retournent naturellement. Donc c'est révélateur, en fait. Toute la vie de leur politique, on va leur reprocher justement de ne pas faire autre chose. Il n'y a pas d'autre perspective dans la vie que de travailler dans les banques et les grandes banques américaines en particulier. C'est Goldman Sachs qui pose problème parce que Goldman Sachs, évidemment, c'est une banque à réputation sulfureuse qui a maquillé les comptes, qui a aidé à maquiller les comptes grecs, qui dans les subprimes, on le sait, a véhiculé aussi et a vendu des produits qui étaient toxiques. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire qu'il aggrave encore son cas. Ou c'est le fait que ce soit Goldman Sachs? Non, mais si vous voulez, le problème dans l'absolu qu'il y a, et si ça lui fait plaisir, de toute façon il est manifestement très bien là, il a toujours défendu les intérêts de ce monde-là. Goldman Sachs, on va dire que c'est une circonstance aggravante, parce qu'en effet, vous l'avez relevé, c'est une banque qui a été particulièrement immorale et qui a eu comment dire, des effets absolument désastreux sur l'économie mondiale et en particulier sur l'économie européenne. Je dis c'est un symptôme, voilà, c'est un symptôme qui est aujourd'hui une caste, une élite technocrate qui est loin du citoyen, mais qui va s'immiscer dans son quotidien de façon extrêmement concrète et qui manifestement sert des intérêts qui ne sont pas ceux des peuples. Voilà, et on l'a vu après le renflouement des banques en France. Hein, c'est vrai que lorsque Nicolas Sarkozy a fait en sorte que notre argent aille dans ces banques sans demander aucune contrepartie, par exemple sur le financement de l'économie réelle. Et l'État a gagné de l'argent. Oui, très bien. Enfin, sauf qu'à un moment donné, on les a quand même sauvés du fait de leur comportement, pardonnez-moi, particulièrement immoral, puisqu'ils sont allés spéculer avec l'argent du contribuable de façon extrêmement risquée. Ils en ont payé les conséquences. Et lorsqu'ils sont venus demander au gouvernement français de les sauver, eh bien, il n'a pas trouvé de bon ton d'exiger d'eux eh bien, qu'il y ait peut-être une volonté, en tout cas un effort particulier fait pour financer l'économie réelle. Je trouve ça un petit peu dommage. Ils ont aussi mis beaucoup de choses en œuvre. En même temps, Mario Draghi est là. Grâce à Mario Draghi, les intérêts sont à zéro et donc les banques. Aujourd'hui, vous voyez, quand autour de vous, quand on veut non, rigolez pas, quand on veut s'endetter. Non, pas tout bien. Quand on veut emprunter aujourd'hui, on n'a jamais emprunté à des taux aussi bas. Oui, c'est vrai, mais est-ce que pour autant c'est plus facile d'emprunter? J'en suis pas convaincue, parce qu'il faut savoir que l'État, malheureusement, de nos banques, c'est vrai en France, mais pas exclusivement, est extrêmement fragile. Voilà, que la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt promises par François Hollande n'a jamais eu lieu, et donc de ce fait-là, nous continuons à avoir des banques qui ont des comportements à risque, avec peut-être demain encore une nouvelle crise, puisque les leçons n'ont pas été tirées de 2008 en réalité. On finit là-dessus, la régulation est quand même plus draconienne. Il y a plus de fonds propres, c'est plus compliqué pour les banques. Un peu plus, mais quand je vois que l'Union européenne met en œuvre, et ça a été voté également en France sous l'impulsion de l'Union européenne, une possibilité comme à Chypre, eh bien, de prélever du jour au lendemain jusqu'à 20% parfois de l'épargne des Français pour pouvoir sauver les banques. Je m'en inquiète un petit peu. En tant que citoyen. Voilà, je Avant, m'en inquiète un petit peu. L'État qui renflouait, c'était nos impôts. Oui, d'accord. Enfin, permettez-moi quand même d'y voir un signe un petit peu inquiétant. Voilà. Si un jour ça tourne mal. Si un jour ça tourne mal. Bon, on n'imagine pas le pire. Hein. Non, on n'espère pas, on va faire en sorte que ça n'arrive pas. Bon, merci à vous d'avoir été notre invité. Marie-Maréchal Le Pen, midi passé de 38 minutes. Marie-Maréchal Le Pen était votre invité en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci. Au revoir.